Bon, ceci est du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. Ça pourrait se trouver dans un livre. Donc ici, on a la passation du livre sur une pierre. C'était gravé dans une pierre. Cette pierre se trouve toujours, mais il faut vraiment savoir où elle est. Certains l'ont vu avec moi, je pense, à Casteau, sur la route de Bruxelles-Paris. L'ancienne route qui passait par Tubize, Soigny, Mons, il y allait vers Paris. Cette route, je ne veux pas dire qu'elle est insignifiante, parce que le chef existe tout de même à Casteau, pas loin d'ailleurs de ce relais de poste. Il s'agit d'un relais de poste. Alors, il faut décrypter cela, parce que vous imaginez qu'il y a des choses qui ne collent pas, qui ne tiennent pas la route, en tenant compte qu'on ne fait pas rarement des fautes d'orthographe. Lorsque vous voyez des fautes d'orthographe, c'est qu'il s'agit d'un accroche-regard, et des accroche-regards, il y en a beaucoup, hein, du moins à cette époque-là. Il y a parfois des fautes d'orthographe sur les pierres tombales, parce que celui qui grave n'est pas censé savoir lire et écrire, c'était souvent le cas. Donc il a un modèle, et il respecte son modèle, mais il ne sait pas lire ni écrire. C'était très souvent le cas pour ceux qui ont bâti les cathédrales, etc. Hein? Donc, cette pierre se situe sous la route de Paris, donc à l'entrée d'un relais de poste, qui n'est plus un relais de poste, maintenant c'est une ferme, une entreprise agricole. Mais on est en plein XVIIIe siècle en voyant cette pierre. En plein XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui frappe d'abord? Il y a un symbole, ou une marque, je préfère la marque, mais enfin le symbole, c'est ceci. Nous avons un corps. Automatiquement, le corps est lié au relais de poste. Donc là, on peut être certain, nous sommes ici, en face d'un relais. Nous avons affaire à un relais de poste, c'est ici que l'on s'arrête. Les relais de poste ne sont pas ce qu'on dit habituellement, ce ne sont pas des endroits où on mange le soir, où on fait bonbon, et le lendemain on part avec d'autres choses. Ce n'est pas uniquement cela. C'est ce genre de relais de poste. Eh bien, il peut y avoir des militaires, des officiers, ce qui était le cas ici d'ailleurs. Chose qui était intéressante ici, c'est qu'on était, à un moment donné, au XVIIIe siècle, c'est la guerre entre les Français et les Anglais. Mais là, à cet endroit, on a attesté que les officiers français venaient rencontrer des officiers anglais à cet endroit. Donc, on parle d'autre chose que de sujets guerriers. On va parler philosophie, par exemple, ce qui va donner naissance au renouveau dans les loges maçonniques, entre autres. Donc, un endroit qui est ouvert à tout le monde, le relais de poste, mais ici, il y a quelque chose en plus qui s'adresse à l'initié. Il y a encore une chose, c'est bien sûr à la poste royale. Il y a bien sûr des lettres qui sont liées. Il y a une magnifique faute d'orthographe au bout. Hein. Alors là, on pense immédiatement que ces gens ne savaient pas écrire. Hein, c'est une erreur. Il y a la date, mais une date qui est très curieuse finalement. Parce que vous avez 1745, et jamais vous ne verrez une date qui est séparée de cette façon-là. J'attends un deuxième exemple. Hein, c'est très curieux. Donc il y a une anomalie. Alors, ce qu'il faut faire ensuite, c'est examiner la raison pour laquelle on a placé à la poste royale, en 1745, ça tient bien la route. Seulement, il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque-là, ce relais de poste ne se trouve pas en France, mais en Belgique, c'est-à-dire dans l'Empire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de roi qui règne sur l'Empire à cette époque-là. Ce sont les Habsbourg qui règnent chez nous. Il n'est pas question de parler de royal. Et surtout pas de royal, hein, mal accordé avec le mot poste. Donc on se pose une question. Cet exposé ne s'adresse pas uniquement à cette reproduction, à ce dessin, à cette pierre. L'exposé que j'essaye de vous donner colle avec tout ce que vous pouvez décrypter dans ce genre. Il y a donc une matière, il y a une façon de décrypter. Moi, c'est un tic. Quand je vois un mot comme cela, eh bien, je compte le nombre de lettres. Après avoir fouillé l'ensemble, vous avez vu où vous vous trouvez, vous avez vu cette date qui ne fonctionne pas bien, il y a un problème,
Et vous comptez les lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'elle en compte 2. Oui, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est un chiffre magique. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose. Il y a un message. Voilà la démarche. Il suffit d'examiner la suite en prenant les ornements. Les fleurs m'interpellent également. Vous verrez qu'il y en a 12. Également. Ces fleurs concordent automatiquement. Pourquoi les fleurs? Parce que bien souvent, ce sont des roses stylisées. Bon, ici, ça peut être des marguerites, mais nous sommes tout de même au XVIIIe siècle. Ça peut être des roses stylisées, mais il y en a également 12. En principe, ça donne un plus, ça donne du crédit à la formule qui se trouve en dessous. Alors, il faut prendre ces deux pièces qui représentent également ces 12 fleurs qui se trouvent là. Alors, on a une indication symbolique, c'est que cette petite pièce, au XVIIIe siècle, on l'appelle un denier. Un denier. Le denier correspond, il n'y en a pas 12, il y en a 2. Le denier correspond aux fleurs qui sont là tout autour, ce qui veut dire que ceci donne du crédit à ces deux deniers. Nous allons plus haut et nous avons 2 coupes. Vous pouvez mettre au-dessus. Nous avons 2 coupes. Il y a donc 2 coupes et 2 deniers. Alors, ceux qui ont fait du tarot, par exemple, ceux qui ont fait du tarot savent que 2 coupes et 2 deniers veut dire bienvenue. Donc, il y a un message de bienvenue ici qui s'adresse à ceux qui connaissent le tarot, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, aux initiés. Parce qu'on connaît le tarot, nous allons nous amuser avec ça, quoique je n'étale pas les cartes, c'est pas du tout ça. Mais le tarot, c'est très intéressant pour la symbolique de la Renaissance. Déjà à partir de la fin du XVe siècle, on parle d'une symbolique dans le tarot. Ça, nous verrons plus en détail. Donc, il y a une référence au tarot, 2 deniers, 2 coupes, c'est la bienvenue. Un petit élément, lorsque vous verrez des maisons anciennes, de la même époque, vous en avez déjà rencontré, quand vous rentrez, vous êtes sur la route, avant de rentrer dans la maison, dans une ferme bien souvent, vous avez 2 vases en pierre à l'entrée. C'est un signe de bienvenue. Ça n'a pas été, c'est pas un ornement, c'est pas pour faire plaisir aux propriétaires qu'on a placé ça. Non. Non. Il s'agit d'un message de bienvenue. Encore, ça nous vient du tarot, à l'époque où on va l'exploiter au XVIIIe siècle. On va l'exploiter. Donc ça, il faut retenir, c'est intéressant. Parfois, j'en rencontre comme cela, et surtout en Hainaut. En Hainaut très grand, au nord de la France aussi. Maintenant, vous regarderez. Alors bon, ces chiffres peuvent nous interpeller. Cette bienvenue doit être concrétisée d'une certaine façon. Vous devez obligatoirement ajouter ces chiffres entre eux. Nous avons 7 et 1, ça nous fait 8. Nous avons 4 et 5, ça nous fait 9. Il vous suffit d'employer, façon de parler, d'employer le système de la citale, c'est-à-dire vous placez la phrase sur une ceinture, vous devez enrouler cette ceinture autour d'un bâton, on me l'a fait, je l'ai vu, autour d'un bâton, et vous devez reprendre à chaque fois, en recommençant, vous devez prendre la 8e et la 9e lettre. Cette prise de la 8e et de la 9e lettre vous donneront une phrase, une nouvelle phrase de bienvenue, mais une phrase de protection. Une protection que vous allez retrouver ici, si vous ne faites pas la citale, il faut quand même beaucoup d'imagination, où vous allez retrouver en grec les dieux qui vous protègent sur la route, Castor et Pollux, en grec Astor et Polia. Vous imaginez que c'était pour les initiés qui descendaient dans cette auberge, en ce relais de poste, au XVIIIe. Ils savaient très bien qu'il y avait une anomalie, une deuxième anomalie, l'accueil par le tarot, parce qu'ils connaissaient le tarot, tout ça avec un crédit complémentaire qui concrétise tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous saviez qu'ici, vous aviez l'occasion de parler avec des gens qui sortaient de l'ordinaire. Le comte de Saint-Germain, par exemple, est passé à cet endroit, ça a été attesté. Le comte de Saint-Germain, c'est pas n'importe qui, que ce soit dans le bluff
ou dans l'initiation, c'est quand même un monsieur, hein, il est passé à cet endroit. Que dire encore? Oui, qu'un relais de poste, c'est également une maîtrise. Il y a un maître de poste, c'est pas n'importe qui le maître de poste. Le maître de poste au XVIIIe siècle, du moins à cette époque, la date est certainement fictive. Hein. C'est une date fictive, hein. Attention, cette pierre a probablement été placée ou avant ou après, mais n'empêche, cette date est une clé uniquement. Hein. Comme le mot royal est une clé, malgré que nous sommes là dans l'Empire des Habsbourg. La maîtrise à la poste, le maître de poste est quelqu'un qui est initié, il est franc-maçon également. Tout en étant franc-maçon dans une loge, il doit obligatoirement appartenir à une loge bruxelloise, et qui a été conçue par Charles de Lorraine. Donc, résultat des courses, Charles de Lorraine, qui est un homme très intéressant, qui semble s'intéresser aux petites filles et aux kermesses. Bon, je veux bien, aux kermesses, c'est un homme qui s'amuse beaucoup, mais attention, il y a autre chose. Mais beaucoup plus intéressant, c'est un grand scientifique, il a écrit des traités, mais qu'on a brûlés ou on a supprimés, hein, parce que ça ne faisait pas sérieux, surtout qu'il n'avait pas pris de pseudonyme. Donc, lorsque Charles de Lorraine réunit les maîtres de poste à Bruxelles, il sait très vite qui entre, qui sort du pays, parce qu'on est obligé de passer par là, bon, sinon on a des gangsters, des voyous de grand chemin. Hein. Il sait qui rentre et passe, et il sait en même temps, et ça c'est très important, ce qui se passe dans d'autres loges maçonniques. C'est de l'espionnage, c'est une toile d'araignée. Voilà comment a été monté le système. Il fallait y penser, mais ça a été réalisé. Celui qui était maître de poste à cette époque, c'était la famille Drouet. Ceux qui ont dénoncé Louis XVI à Varennes. C'était la même famille. Lorsque vous allez dans le village de Casteau, de temps en temps, vous avez ce corps qui se trouve sur une maison, probablement l'habitation, ou une maison qui appartient au maître de poste. Mais curieusement, ce corps se trouve au milieu de deux lettres, C.P. Castor et Pollux, qui sont les deux personnes qui protègent les routes, les chemins. Il y avait un ancien château à Casteau, dont on sait peu de choses tout de même, qui se trouvait sous la colline, il s'est transformé en ferme maintenant. Il y avait, bien malheureusement, la région wallonne à l'époque a subtilisé la porte de la ferme, où il y avait également un cryptogramme. Je ne me souviens plus, bien malheureusement. J'ai vu ce cryptogramme il y a plus de 20 ans. Je serais incapable de le refaire, mais n'empêche, ce cryptogramme, c'était plusieurs noms. Ces noms, il fallait, à l'aide de la citale, les remettre dans le bon ordre, et on obtenait également, en grec, Astor et Pollux. Castor et Pollux. Ceci, ben bon, ça c'est pas très officiel, mais n'empêche, on le retrouve, ça pourrait être une imitation de la cordelière des Templiers, parce que c'est une marque des Templiers, ce genre de corde aussi qui est resté énigmatique. Ça aussi. Mais en fait, disons que la première lecture est très intéressante, parce que ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire sur ce lieu. Mais je dis, décrypter cette pierre, avec cette base-là, vous pouvez maintenant être capable d'en décrypter d'autres, et faire ça bien à l'aise. De temps en temps, si vous rentrez dans un endroit où ça vaut la peine, pas quand on va en excursion, parce que ça dure du temps, il faut reproduire la pierre sur du papier, par exemple, commencer, et y retourner après, c'est toujours des choses qu'on oublie. Nous avons le même système. Cette pierre se trouve sertie dans le mur d'une petite chapelle, mais qui n'est pas ancienne. Regardez, il est brisé d'une chapelle fin de siècle dernier, vers les 1880, là. Mais on a récupéré deux pierres qui ne sont pas des pierres tombales. Ça n'a rien à voir. Vous avez ici des lettres qui sont liées entre elles. Vous voyez que ça ne veut rien dire. De temps en temps, vous avez Maria, Ave, Pater, des mots comme ça. Ça pourrait être un message religieux, mais pas du tout. Le procédé de la citale, également, va nous aider en plaçant toutes ces lettres, et ici il y en a beaucoup, sur une ceinture, ça n'a rien à voir. Toutes les lettres sur une ceinture, retrouver un chiffre qui en principe doit se trouver là, il y a une date ici, et je crois qu'on obtient un chiffre ici parce qu'il est ensemble, et ce chiffre doit vous servir à reprendre une fois une lettre et en faire un mot
qui est celui de Jean Larivière. Jean Larivière qui était un franc-maçon, qui faisait partie de la loge bruxelloise Charles de Lorraine. Larivière qui est architecte aussi, à Montois, et qui était affilié à la loge, à la grande loge de Mons, que nous avons déjà vu ensemble, je pense. Et la loge porte son nom également, en souvenir de ce grand monsieur dont on ne parle plus dans le livre. J'ai un jour assisté à une émission qui a été réalisée par le patron de Télétourisme, il y a déjà très longtemps. Eh bien, il s'est placé devant l'entrée du relais de poste, devant cette plaque, il a simplement dit que les gens au XVIIIe siècle ne savaient pas écrire, on croyait qu'on savait écrire, on ne savait pas écrire. Ça, c'est limité à ça. Hein. Télétourisme. Je dis, c'est honteux. L'ancienne chaussée qui va de Paris à Bruxelles et à Trèves. Hein. Et c'est ici le long, donc c'était un des plus importants relais. Pourquoi? Parce que le précédent est à Quiévrain, et puis les portes de Mons sont généralement fermées le soir, ce qui fait que il fallait contourner, et on arrivait au relais de Casteau. Je dis c'est un des plus grands, des plus connus, le prince de Ligne en a parlé, le prince de Ligne qui aimait beaucoup Casteau et qui essayait d'en trouver des secrets. Nous n'avons pas le temps d'en trouver tous les secrets. Seulement sur le bord de la route, enfin ici, la route devait passer à Gué, un ruisseau qui s'appelait le Rieux. Donc il fallait du monde et c'était dans le fond un peu fait expressément pour bloquer tout le monde au relais, quoi. Le maître des postes, qui est un personnage important, qui peut porter épée, eh bien le maître des postes habitait cette maison. Il y a sur le côté deux lettres CP qu'on ne distingue pas très bien, qui sont sur la droite, je crois, et qui sont une indication. Nous allons le voir de suite. Oui, c'est vrai. Ce qu'il a dit ici. Les lettres C et P, elles ont été restaurées, on les voit totalement. Il porte aussi un corps de... Parce que ce cornet permettait d'avoir le libre passage partout. Oui, mais ici, on se rend bien compte de son importance, quoi. Hein? Ça servait aussi d'auberge. Il y avait deux auberges. Il y avait celle du relais et il y avait celle de Marcassin, ce que nous allons voir dessus. Mais vous voyez que c'est quand même important, si vous tenez compte de tous les bâtiments, ça formait un grand carré. Hein? Et le Rieux passait ici. Hein, j'ai encore connu ce Rieux. Il véhiculait des eaux. Oui, je vais me mettre devant. Il y avait encore d'autres corps, je me souviens d'ici, là, il n'y en avait pas encore. Oui, il y en avait, il y en a deux. Et il n'y en avait pas plus, non? Non, il y en a deux sur la porte. Ah, sur la porte même, avec des gros clous, c'est encore la porte d'époque. Hein. La première inscription est de 1672, c'est-à-dire 6 ans avant la destruction de Casteau à la bataille de 1678. L'armée française était ici, et sous les ordres du maréchal de Luxembourg. Et puis il y a eu le traité de Nimègue qui faisait la paix, et le prince d'Orange a refusé de recevoir le courrier qui annonçait le dépôt des armes, tandis que le maréchal de Luxembourg avait déjà désarmé ses troupes. Ce qui fait que les Hollandais ont attaqué, et avec les protestants, parce qu'il y avait aussi c'était des troupes protestantes, ils ont attaqué et pris par surprise l'armée française dans Casteau et jusqu'au château fort qui était assez important. Donc il ne reste plus grand chose de visible, il faut être dedans pour le voir. Et ça a été un massacre, mais les Français se sont repris à Saint-Denis et ont contre-attaqué.
Casteau a été pratiquement détruit. Toutes les maisons étaient rasées au rez-de-chaussée. Donc tout le rez-de-chaussée reste et la place que là-bas au bout, vous avez vu. Depuis la bataille. Enfin, ma famille, quoi. Donc, et ici, on a employé un système cryptographique. La pierre, la chapelle était dédiée à Notre-Dame de Liesse, ou Liance. Notre-Dame de Liesse est près de Laon. C'est sur la même route. Donc, on se transmettait, si vous voulez, les saints protecteurs ou les saintes, c'était une Vierge noire. Et à Casteau, il y avait également une Vierge noire. Et alors, par un système de cryptographie qui est un retour périodique des lettres, mais vous allez le voir directement, il est marqué ici, à Notre-Dame, A-N-O-S-T-R, etc. Il est marqué A Astor. A Astor, ça ne vous dira rien, mais c'était à la lettre près, c'est toujours à la lettre près, c'était simplement le nom donné à la tour de l'église de Casto, Castrum, Castor. Tandis qu'on donnait au donjon qui lui faisait face de l'autre côté de la rivière le nom de Pollux. On avait repris dans les constellations l'archétype du village. Et sur toutes les pierres anciennes, il est encore marqué le dessin de la constellation de Castor et Pollux. Oui, donc c'était l'indication, quand on est arrivé ici, de ce qu'on accédait à l'église, donc que la tour Castor était au bout. Une légende disait que deux prisonniers qui se trouvaient dans le château, ayant imploré la Vierge Noire, c'est souvent ce qu'on lui attribue comme miracle, avaient été libérés et étaient ressortis libres dans l'église de Casteau, c'est-à-dire ils sont venus de Pollux et ils se sont retrouvés dans Castor. C'est la preuve enfin qu'il existait un souterrain entre les deux, entre l'ancienne église, parce qu'elle était construite depuis lors, et elle a aussi été détruite en partie par la bataille. Et c'était une église romane, donc elle avait une crypte. La crypte existe toujours, et derrière ma maison, si vous allez dans les pelouses, vous pouvez encore entendre le souterrain, l'existence du souterrain qui venait jusqu'à la place. Donc, ceci, la deuxième dédicace, c'est quand on a reconstruit, donc Notre-Dame de Moscou. Seulement, il faut noter que celui qui l'a fait, c'est Jean-Baptiste Marcassin. Quand il pleut, on ne voit pas très bien. Jean-Baptiste Marcassin et Ignace Larivière, tailleur de pierre. Jean-Baptiste Marcassin tenait l'autre auberge, celle du dessus où on buvait après avoir monté la pente, ou quand on arrivait de l'autre côté, vous voyez, enfin, bref, c'était très bien arrangé, mais c'était un personnage important. Il avait épousé la sœur d'Ignace Larivière, et cet Ignace Larivière, son fils devient architecte, et ce seront les fondateurs de la première loge maçonnique à Mons, donc en Belgique. Ils le feront avec le seigneur de Neuville, le marquis d'Auxy, qui est plus connu, ou le marquis de Gage. C'était les deux officiers, ils étaient tous les deux dans l'armée. Et c'est donc ici, je dirais, la pierre, mais les francs-maçons l'ignorent, c'est la plus ancienne pierre qui pourrait témoigner de la fondation d'une loge dans la région. Mons, c'est la première loge fondée. Voilà tout ce qu'on peut tirer de cela. Vous voyez, il faut connaître un peu de cryptographie, mais je dis, c'est pas très facile de le lire pour l'instant. Mais nous allons retrouver un peu plus loin, parce que en 1700, à partir de 1720, eh bien, 1730-40, mais Marie-Thérèse va
faire tracer une nouvelle route. C'est la route sur laquelle la voiture passe. Donc cette route évite les relais. Il fallait donc changer le relais de place. Et on a mis une barrière. Malheureusement, cette barrière, qui était un très beau bâtiment, a été détruite pour les besoins d'agrandissement de la route. Ce qu'on n'aime pas. Il fallait que ça passe. Maintenant, on les rétrécit. Mais il y a quelques années, il a d'abord fallu les agrandir et ça a fait disparaître la barrière. Mais derrière la barrière, il y a l'ancien relais qui est un grand quadrilatère qui est maintenant divisé en plusieurs maisons et dont nous allons aller voir la plaque, si vous voulez, qui a été apposée pour remplacer les autres indications de relais qui se trouvaient ici. Alors l'entrée du relais est ici. Vous voyez déjà qu'il y a des anomalies parce qu'il y a la contraction du T et du E et puis Royal devrait être au féminin. Je rappelle que contrairement à tous vos livres d'histoire, la ville de Mons et les environs a été bien plus longtemps française puisque mon ancêtre est arrivé, est mort ici à Mons en 1650 comme officier. Il était officier français, et il était capitaine de la ville de Mons. Et depuis lors, 1650, 1720, ça fait des siècles, pendant lequel il y a eu le bombardement de Bruxelles, il y a eu des tas de choses, mais ici, c'était français. Seulement, on a gommé tout cela parce qu'il fallait créer une nation belge hypothétique et vacillante. Vous voyez ici, au centre, le cornet de poste. Il est entouré de deux vases. Ça ne vous dit peut-être rien, mais il y a des roses tout autour dans une guirlande qui l'entoure. Il y a aussi deux roses, ou plutôt, vous voyez, en dessous des vases. Alors, il faut vous dire que ici la symbolique est différente, elle est tirée des tarots. Les deux roses que vous voyez là sont les deux deniers. C'est donc un 2 de denier et un 2 de coupe. Mis ensemble. Je vais me dire pourquoi les tarots ici. Mais les tarots sont utilisés d'une manière permanente, puisqu'ils ont été inventés par le pape Jean XXIII, le premier, le bon. Et c'est lui on a empoisonné, bien sûr, puisque c'était le bon. Il était empoisonné par Martin V pour régler une fois pour toutes l'histoire des trois papes dans l'Église. Et pour communiquer avec ceux qui l'ont délivré et avec lesquels il est rentré ici, les Bohémiens, c'est lui qui a inventé les tarots. Il faut bien comprendre cela. Donc toutes les images, toutes les cartes se trouve dans le roman de la Rose. Il a pris le roman de la Rose comme thème, la roue de fortune. Vous lisez le roman de la Rose, vous retrouvez toutes les cartes du tarot. Et avec cela, il a établi un code qui était si bien fait qu'on étudie encore les tarots à notre époque et qu'en 1760, c'est la date je crois qui est là au-dessus, je ne la vois pas très bien, et bien en 1760, 45. Oui, 745 peut-être, oui, ça m'échappe pour l'instant. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Donc là c'est tout à fait bon, c'est exact. Donc 1745, et il faut d'ailleurs, vous voyez, 1745, 3, la tâche est partie en 3. Ici aussi, nous avons un cryptogramme. Et si on prend les 17 et 45 et si on les utilise avec le procédé de la citale, on lit deux choses que vous voyez facilement. Le Astor, A-A-S-T-O-R, voyez, vous le voyez facilement, auquel s'ajoute Polluia.
donc Pollux. Le A servant de joker, si vous voulez. Pourquoi avoir employé les tarots ici? Il y avait aux bruyères, qui sont de ce côté-là de la route, c'était des bruyères communes à toutes les localités. Il y avait un important parti de bohémiens qui s'étaient implantés, dont il y a les restes, ils ne sont pas très contents quand je dis ça. Et ils ont conservé des noms qui comme Stylite, etc. Et ils n'aiment pas, maintenant c'est oublié, bien sûr. Et ces bohémiens sont connus parce qu'ils ont demandé à Marie-Thérèse, justement à la même époque, un diplôme les autorisant à faire des fouilles pour retrouver de l'or, un diplôme d'orpailleur. Et ils ont, en effet, on a retrouvé un trésor aux bruyères. Mais je disais que c'était 2 cartes du tarot, même une 3e, si vous voulez, par le cornet que vous trouvez sur un des cavaliers dans le tarot. Ça veut dire bienvenue à la maison, si vous voulez. 2 coupes, double coupe, c'est la maison, donc bienvenue à la poste. Pour les bohémiens. Donc c'était un point, oui, c'est un point qui était connu parce qu'ici, selon le prince de Ligne, on y discutait philosophie. C'est ici que le marquis de Lavalette, par exemple, a logé. Presque tous les grands qui passaient de Bruxelles ou plutôt de Paris à Bruxelles, descendaient au relais de Casteau. Alors, le relais de Casteau, pourquoi Polia, Castor et Pollux, pourquoi la tour du château? Parce que le château avait été racheté par le maître des postes et on en avait fait l'hosté, c'est-à-dire l'hôtel, l'endroit de logement. Donc on rappelait cette chose en joignant la tour, maintenant en grande partie détruite, du château fort qui avait appartenu en premier lieu à la famille de Harvan, qui était Moreau de Harvan, qui s'est distingué dans certains tournois et qui s'était fait chevalier servant du Temple, qui était donc pendant un certain temps, qui a été servant du Temple, et puis à la famille de Sanzeille, et puis à la famille de Lannoy, au cours duquel on a, donc sous la seigneurie desquels, ce sont les grands Lannoy, Pavie, etc., nous avons encore les cloches données par les Lannoy, qui les ont fait faire spécialement pour Casteau, en haut de l'église, mais je ne vais pas vous faire monter jusqu'en haut. Je crois que le curé a dégringolé les marches il y a quelques jours en mettant une étoile, alors... Oui. Voilà, vous avez en même temps le résumé de l'histoire de Casteau, les points les plus importants, et ce lieu qui a été un des hauts lieux de la philosophie. Descartes est passé par ici, enfin bref, tout le monde est venu discuter et le prince de Ligne aimait descendre pour pouvoir discuter avec les personnages importants qui descendaient ici.